bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Alain de ta confiance et de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Alors, je suis Dr Corribas, je suis médecin rééducateur et médecin du sport. Et aujourd'hui, on va parler patella instable et douleur de la patella. Alors, on va éviter les redites, parce que malheureusement, mes 3 collègues sont passés avant, on dit déjà beaucoup de choses. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. La première chose, déjà, c'est qu'une luxation de la patella, stade, on va avoir la potentielle, avec tous les facteurs favorisants qui ont été énoncés précédemment par mes collègues. L'objective, il y a déjà eu un épisode. Et la majeure, il y a eu plusieurs épisodes répétés. Donc ça, je vais passer rapidement. Donc les facteurs majeurs, la latéralisation de la tubérosité tibiale antérieure, la dysplasie, la classification de 2 jours, la lésion du MPFL. Voilà, comme ça a déjà été vu sur les diapos précédentes, je ne m'éternise pas. L'index de Caton-Deschamps sur la patella alta. Les facteurs secondaires qui sont aussi à rechercher un peu moins évoqués, rotation interne de hanche, la rotation externe du tibia bien sûr, la rétraction du rétinaculum latéral, le valgum, le récurvatum et l'hyperlaxité. 3 petits exercices cliniques très simples. Le test de Golovitch. Alors, le test de Golovitch est très simple, vous divisez votre rotule en 4, vous êtes au repos et vous allez la basculer latéralement. En la basculant latéralement, si jamais vous êtes à plus de 3 cadrans, vous avez une hypermobilité. Donc ça ne fait pas le diagnostic en soi, mais ça permet de donner un indice. Le G-sign, qui a été montré par Alain, alors c'est la course anormale de la rotule qui va se luxer latéralement. Alors normalement, il y a une petite vidéo. Voilà, clac, clac, donc ça se voit bien. Et le test de Smiley qui a déjà été énoncé aussi. Donc, petite précision, effectivement, il va vous arrêter, le patient, si vous faites une bascule latérale de la rotule. Un autre point, il peut y avoir une contraction réflexe. Ça a également la valeur du signe d'appréhension. Donc, surtout, ce qui va vous intéresser maintenant, c'est le traitement médical. Alors, tout bêtement, si ça vous arrive en aigu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la remettre en place, hein. On ne l'a pas évoqué, mais c'est un peu évident. En règle générale, les gens se la remettent eux-mêmes en place en faisant une extension. Si jamais ce n'est pas le cas, on fait une extension douce du genou avec une pression latérale et ça rentre assez facilement en place. Immobilisation courte, 3 à 4 semaines, je rejoins Alain là-dessus. Le traitement antalgique, la cryothérapie et la physiothérapie antalgique. Alors un point de débat qu'on risque d'avoir après avec Alain. 2 attelles différentes, une attelle avec une limitation des amplitudes articulaires et sans limitation des amplitudes articulaires. À votre avis, vite fait, qui est-ce qui pense qu'il faut mettre celle-là? Allez, mouillez-vous. Ouais, 1 personne, 2 personnes. Qui c'est qui pense qu'il faut mettre celle-là? 1 personne, un peu plus? Ok. Alors moi, je rejoins plutôt celle-là, effectivement. À 6 mois, nette diminution des algies, meilleure trophicité musculaire et meilleure qualité de vie. Donc ça, on pourra en débattre juste après. Le traitement médical, bien sûr, il ne serait pas complet sans le renforcement musculaire. La kinésithérapie classique a été évoquée par Christian. L'isocinétisme. Alors l'isocinétisme, évidemment, on ne va pas le faire en aigu parce que ça ne va pas bien se passer. À distance, le renforcement musculaire, les étirements, la proprioception, bref, tout ce qui est classique dans la rééducation. Et à ne pas oublier, c'est que autant c'est 3% des traumatismes du genou environ, les luxations de la rotule, autant c'est 70 à 90% de lésions du cartilage. Donc le bilan imagérique va pouvoir nous montrer ça. Viscosupplémentation, PRP, et si jamais il y a une récidive à partir du 2e, donc en cas d'instabilité majeure, c'est la vie chirurgicale. À partir du 2e épisode, généralement on dit pas d'immobilisation sur le 2e épisode, mais la rééducation. 2e partie, la patella douloureuse. Alors ça va être un petit peu différent de ce qui a été présenté. Comme Tom Cruise, on va avoir une mission. La mission principale, ça va être de trouver l'étiologie des douleurs. C'est-à-dire, pour moi, le syndrome fémoro-patellaire, c'est un syndrome fourre-tout. Le patient, il arrive, il ressort, il a un syndrome fémoro-patellaire. Ça ne veut rien dire. Le syndrome fémoro-patellaire, il a une cause. Et la cause, c'est essentiel d'en connaître le contexte. Il va y avoir plusieurs choses. Quel est l'âge de votre patient? S'il a 70 ans, on sera plus sur une gonarthrose. S'il a 30 ans, ça reste moins probable. Quel est le sport? Quel est le type de pratique? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Quels sont les symptômes? Est-ce que c'est un syndrome statique, dynamique, le rabot, le zolène, le craquement, l'idarthrose, etc., etc. Donc cette photo de Georges, c'est pour vous montrer quelque chose. Vous pouvez être jeune et avoir des genoux en sale état, et vous pouvez être âgé et finalement avoir des genoux plutôt en bon état. Ça, c'est à retenir, et de ne pas toujours caractériser une étiologie douloureuse selon l'âge uniquement. L'arthropathie fémoro-patellaire, c'est évident, c'est la première cause. Bon là, vous avez une très belle image de fémoro-patellaire. Évidemment, vous avez souvent une fémoro-tibiale qui est associée avec. Alors la première partie du traitement, pour moi, c'est ce qui est fondamental.
Dans la gonarthrose fémoro-patellaire, vous allez avoir toutes les étiologies, tous les traitements possibles. La première, c'est l'information du patient. Si vous n'informez pas votre patient que c'est une pathologie chronique et que finalement pour le guérir, il n'y aura pas grand-chose et que ça risque de finir par une prothèse, il ne va rien comprendre. Surtout si vous lui expliquez en termes médicaux, si vous dites que vous avez une chondropathie fémoro-patellaire sur une dysplasie rotulienne ou etc., vous l'avez perdu. Donc vous l'informez et vous l'informez des traitements qui sont possibles. Vous l'informez aussi que finalement l'arthrose c'est quoi? C'est un peu comme les montagnes russes. Vous avez les poussées et puis vous avez les phases d'état un peu plus calmes. Donc vous allez traiter des poussées différemment que vous allez traiter des phases d'état, évidemment. Donc la base du traitement, la perte pondérale si jamais c'est nécessaire. Le maintien de l'activité physique qui est très important. Donc ça c'est évident. Différents traitements, la telle fenêtrée. Alors pourquoi pas, si le patient est douloureux sur les randos, sur la marche en descente, s'il est vraiment très gêné, pourquoi pas. C'est pas une fin en soi la telle, c'est pas ça qui doit garder toute sa vie, mais ça peut l'aider. Hein. L'essentiel c'est de refaire du muscle, de renforcer. La cryothérapie c'est toujours important, c'est de la physiothérapie antalgique, le sac de petits pois ou la poche à la maison, le game ready si jamais c'est un peu plus évolué chez le kiné, c'est bien aussi. Récemment dans la gonarthrose on a aussi la mise en place du TENS qui a reçu l'AMM, donc vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois. Après le patient peut l'acheter. Donc c'est à la fois sur du gate control et sur la sécrétion d'endorphine. Bon, c'est une mesure adjuvante, on ne traite pas une gonarthrose juste avec ça. Le traitement podologique est évident, notamment avec toutes les orthèses. Donc orthèses très différentes comme vous pouvez le voir. Donc le bilan podologique il est statique, dynamique. La rééducation bien évidemment, l'isocinétisme hors période très douloureuse, l'autorééducation encore une fois c'est l'éducation de votre patient qui va faire que ça fonctionne bien, la perte de poids, l'activité physique, les exercices à la maison, bref. Ensuite, on a les antalgiques de palier 1, on évite d'aller sur les paliers 2. Les anti-inflammatoires avec tous les effets indésirables, on va les éviter également. Les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, donc piasclédine, chondrosulf, etc. Bon, je ne suis pas là pour ouvrir un débat. L'HAS en 2019 dit que ça ne sert à rien. Certaines études disent que potentiellement ça pourrait diminuer la consommation d'anti-inflammatoires. Bon, chacun se fait son opinion. Les corticostéroïdes en cas de poussée vraiment inflammatoire après évacuation toujours du genou, le PRP, l'acide hyaluronique, l'avenir, les cellules souches et un petit image. Alors, il y a beaucoup de patients qui me questionnent sur le cartilage de requin. Donc j'ai fait une recherche PubMed. Bon, il n'y a rien. C'est pas très surprenant. Donc attention un peu au charlatanisme aussi, hein, qui est très présent dans cette pathologie. Enfin, la vie chirurgicale, toujours patient de moins de 50 ans, lésion grade 3-4, pas de lésion en miroir, pas de tabac, pas d'obésité. Il faut voir le chirurgien. Des fois, il y a des choses à faire, surtout chez les sportifs jeunes. Le syndrome fémoro-patellaire fonctionnel, alors ça, c'est très fréquent. Et là, c'est là où il faut réfléchir. On ne va pas le traiter n'importe comment. Globalement, c'est quelqu'un qui s'est blessé, qui s'est arrêté et qui a repris comme il faisait avant. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien. Comment on traite? Par exemple, on va éviter d'infiltrer. C'est pas ça le problème. On va plutôt rééduquer. On va remettre en charge. On va apprendre aux patients. On peut mettre une attelle de recentrage initialement. Après, s'il y a des lésions derrière au bilan et d'imagerie, il ne faudra pas hésiter à aller infiltrer si c'était nécessaire. L'inverse, la patella forcée, un homme de 30-40 ans, là, c'est plutôt l'homme de 30-40 ans qui s'est dit je vais me mettre au sport et il s'y met à fond. Et là, c'est l'inverse. Il va falloir lui dire de diminuer la charge, de rééduquer, éventuellement de faire des infiltrations et des quelques cures d'anti-inflammatoires courtes. Le syndrome fémoro-patellaire de surcharge, vous comprenez bien que quand le genou il est en flessum, la pression elle est augmentée, ça va provoquer des lésions. Donc il y a l'atteinte chronique du LCP. Alors ça c'est bien toléré pendant une quinzaine d'années et après les problèmes arrivent. Vous avez une fémorotibiale interne qui est très souvent associée, donc ce sera polypathologique, c'est un peu plus compliqué. Le flessum de genou, faut trouver l'étiologie du flessum de genou et le traiter, et c'est là la rééducation va être extrêmement importante. La patella baja, il n'y a pas 50 solutions, c'est l'inverse de la alta, avec un caton d'échange inférieur à 0,6 ou 0,8 selon les sources. Là c'est chirurgical, hein. Ou on allonge, ou on replace la TTA, ça Alain vous en parlerez beaucoup mieux que moi. La contusion, on est tombé dessus, le genou il est couronné, c'est rare, ça fait une très belle image comme ça, moi j'en ai jamais vu, hein. Ça se résorbe en quelques mois, le risque c'est les douleurs chroniques ou la chondropathie. Et puis il y a tout un tas d'autres causes, donc il y a les patellas bipartites, tripartites, multipartites, donc ça c'est sur un genou droit, hein, donc c'est latéral. Vous voyez c'est plutôt celle-ci qui est la plus fréquente. Pour avoir des petites, en cas d'atteinte de la synchondrose, ça peut être douloureux, ça peut faire un conflit avec, entre la trochlée et la patella. La fracture de fatigue, on s'inquiète surtout si elle est horizontale. On supplémente bien en vitamine D et calcium toute fracture, je vous le rappelle. L'ostéochondrite, c'est rare, très rare. Et puis une petite histoire de chasse, une patella banana, alors très jolie, très rare, c'est une dysplasie fibreuse. Là c'est chirurgical, hein. Je ne sais pas si Alain t'en a vu.
Et comme ça a été présenté précédemment, les différents types de patellares. Donc il y en a tout un tas de types, chacune peut provoquer des problèmes. Donc là on est sur de l'hyperspécialisation. C'est relativement rare. Diagnostic différentiel à pas méconnaître. C'est pas parce qu'on a mal devant, on a un syndrome statique ou dynamique que c'est forcément la patella. On pense à la ophite, à l'impingement, la lésion du ménisque externe, Sinding-Larsen, à l'hygroma. Bref, il y en a tout un tas. Pour moi, le message qu'il faut retenir sur les douleurs patellaires, c'est faites attention au contexte, fiez-vous à votre examen clinique, prenez en charge les examens complémentaires. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Donc on va discuter un petit peu entre nous, puis après des questions, parce que je crois que c'est important. La remarque sur l'immobilisation pour les premières luxations, on en a parlé tout à l'heure avec Christophe. Il est clair que l'immobilisation, vous le savez tous, c'est un facteur catastrophique pour le genou. Moi, je vois régulièrement des patients qui ont eu l'entorse au ski, qui ont eu leur attelle, qui attendent d'avoir l'IRM, donc je les vois un mois plus tard, ils n'ont fait aucune rééducation. Enfin, je parle de rupture du croisé, mais c'est la même problématique. Hein. C'est-à-dire qu'une problématique de perte de fonction catastrophique, très rapide en fait, et ça, il faut lutter contre. Et effectivement, moi, je suis beaucoup moins rigoureux sur l'immobilisation après première luxation, et tu m'as parlé de cette étude, mais qui est très intéressante. Pourquoi pas, effectivement, ne pas les immobiliser, mettre une attelle, parce que spontanément, s'ils sont un peu tenus, ils ne vont pas se reluxer. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. L'étude montre, et est plutôt bien faite, hein, c'est une étude très récente, 2022, et montre effectivement un vrai bénéfice à 6 mois de ne pas avoir une mobilisation trop longue. Si c'est une récidive, immobiliser, ça a peu de sens. Il vaut mieux faire le bilan, déjà, normalement qui a déjà été fait, le bilan d'imagerie, prendre l'avis chirurgical. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est quand je dis aux patients, on prend un avis chirurgical, ça ne veut pas dire qu'on va se faire opérer. On demande l'avis du chirurgien, parce que moi-même, je ne suis pas chirurgien, donc je ne me permets pas de donner un avis. On prend son avis, et comme ça, le patient a toutes les données aussi pour décider. Oui, bon, ça c'est clair, récidive de luxation, pas d'immobilisation, ça sert à rien. Et effectivement, enfin pas en théorie, en pratique de nos indications reconnues et validées, c'est effectivement bilan et potentiellement chirurgie. Alors donc ce qu'on disait avec Eric tout à l'heure aussi, Eric a fait un exposé très exhaustif et impeccable sur l'imagerie. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses publiées sur pourquoi une rotule se luxe, quels sont les facteurs anatomiques qui font que la rotule se luxe. Et dans toutes ces données, moi je n'ai extrait que ce qui va vraiment nous servir à poser l'indication chirurgicale. Donc en pratique, c'est le profil à temps de flexion avec la rotule haute et la dysplasie et la classification de 2 jours, et le scanner avec la TAGT. Voilà, donc c'est vraiment les 2 examens Princeps qui nous permettent de faire ça. Je ne sais pas après quelle est ta pratique, Eric. Oui, tout à fait. Après, je pense que ce qui est important, c'est de bien dépister les lésions cartilagineuses aussi, je pense, parce que on peut être sur des genoux jeunes, mais malgré tout avoir des petites lésions, et bien garder en tête que l'IRM, c'est pas un super examen pour le cartilage. Parce que des micro-fissures qui sont pas moulées par le contraste quand on n'a pas un gros épanchement articulaire, on peut ne pas les voir parce qu'en IRM, on a les cartilages appliqués contre cartilage, alors que si on fait un arthroscanner, on va pouvoir vraiment mouler avec le produit de contraste qui va rentrer dans les interstices, mettre très bien en évidence ces lésions. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un arthroscanner de manière trop systématique parce que c'est bien sûr un geste agressif, mais gardez en tête que l'IRM a ses limites. On a toujours l'impression que l'IRM, c'est l'examen miracle qui va donner toutes les informations, parce que oui, ça parle de l'os, ça parle du ligament, ça parle de ménisque, ça parle de tout ce qui est mou aussi, à la différence du scanner. Mais attention, il y a des choses qu'on ne voit pas quand même bien en IRM. Donc voilà, une solution, ça pourrait être l'arthro-IRM, mais qui est de mise en œuvre encore complexe parce que la logistique est assez difficile. C'est la gestion d'organisation de tout ce qu'il faut faire pour organiser une IRM, c'est-à-dire de faire la ponction, ensuite d'aller à l'IRM. Et les délais qu'on a en IRM ne sont pas toujours très compatibles, donc c'est assez délicat. Donc l'arthroscanner, c'est un très bon examen qu'il faut savoir sortir au bon moment. Mais voilà, gardez en tête que l'IRM, c'est pas le miracle non plus. Je pense qu'on a peut-être trop souvent en tête, comme on peut penser que la NAPAT c'est le gold standard pour tout, on peut ne pas voir des choses. Enfin...
Oui, donc effectivement, c'est ce que je disais pour la chondromalacie de la jeune fille. L'IRM, elle est normale, hein. Et d'ailleurs, l'arthroscanner sera peut-être normal aussi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, j'aime bien profiter de la viscosupplémentation pour faire l'arthroscanner derrière. Comme ça, je me dis, bah, tu as l'arthroscanner qui a validé ou pas la lésion cartilagineuse, tu as la TLGT, la bascule. Si un jour le patient ne va pas bien, j'ai tout ce qu'il me faut pour éventuellement poser une indication. Maintenant, on va parler de la rééducation. Ah bah, J'ai eu des adolescentes qui ont fait des algos sur des syndromes rotuliens. Je ne sais pas ton retour ou ton expérience. Alors, des algos sur l'adolescente, le syndrome rotulien à l'adolescente, c'est généralement très rassurant. C'est le syndrome juvénile. Ça touche plutôt les jeunes filles, hein, que les garçons. C'est assez fréquemment décrit. Généralement, c'est complètement bénin. Et l'IRM est généralement faite un peu excessivement pour rassurer, bien qu'on ait un examen clinique soit vraiment très pauvre. C'est assez typiquement la jeune fille qui n'aime pas le sport. J'ai jamais vu d'algo dessus. Jamais. J'ai jamais vu de limitation des amplitudes articulaires, pas de phase froide, pas de phase chaude. Donc ça, c'est peut-être si tu as eu des syndromes rotuliens isolés sans traumatisme avec des algos, est-ce que ça a été authentifié par réalisation d'imagerie complémentaire? Scintigraphie osseuse. Je crois surtout qu'il faut dire que surtout il ne faut pas les opérer, surtout, que ça a été un domaine d'abus chirurgical dans les années 80-90 terrible, avec des jeunes filles que nous on voyait à 40-50 ans avec des passés chirurgicaux abominables. Donc ça, effectivement, cela, il ne faut surtout pas y toucher et il faut essayer de les traiter médicalement. Alors maintenant, on va parler de rééducation. Donc peut-être que le versant, je dirais, classique, ne le prend pas mal, Christian, de la rééducation. Et puis peut-être, Christophe, pourrait nous parler de la place qu'il juge bon de donner à l'isocinétisme et à l'éducation isocinétique au sein de la rééducation pour les rotules. Alors, le plan, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, diminuer les douleurs et puis ensuite faire du renforcement musculaire. Renforcement musculaire pas seulement sur les genoux, mais aussi sur les hanches, étirer les mollets et travailler la souplesse du membre inférieur globalement. Et puis avoir de la patience, parce que c'est une pathologie qui est déroutante, puisque des fois on est une semaine tout va bien et l'autre semaine la personne souffre à nouveau. Donc insister sur l'idée du renforcement musculaire progressif et répéter, parce que il faut être assidu et avoir beaucoup de patience quand on est patient. Alors, pour répondre à ta question, Alain, en ce qui concerne l'isocinétisme dans le syndrome fémoro-patellaire, je dirais qu'avant tout, ça dépend de l'étiologie. Encore une fois, si on a une rotule forcée d'un homme de 45 ans qui se remet à faire du sport intensif et qu'on fait de l'iso, on va droit à la catastrophe, on va pérenniser les symptômes, ça ne va pas fonctionner. La très bonne indication pour moi de l'isocinétisme, c'est le syndrome fémoro-patellaire fonctionnel. La personne qui s'est blessée, qui s'est arrêtée, qui reprend trop brutalement, qui s'est fait mal. Alors on va calmer, on va remettre en charge progressivement et on pourra compléter avec de l'isocinétisme. Également, pour tout ce qui est gonarthrose fémoro-patellaire, c'est un excellent moyen de se renforcer musculairement à la fois les ischios et les quadris. C'est généralement très bien toléré parce que c'est généralement de mieux en mieux fait dorénavant. La contre-indication évidente de l'isocinétisme, c'est une algie aiguë. C'est-à-dire quelqu'un qui est en poussée inflammatoire, c'est vraiment une très mauvaise idée. Si l'isocinétisme, le test ISO est mal toléré, pour moi, ça va aller, on va aller droit dans le mur. Donc je me baserai vraiment sur l'étiologie. C'est du facteur aussi vraiment sur chaque patient. Un syndrome fémoro-patellaire fonctionnel, moi j'en ai fait un, j'ai fait 5 heures de vélo par semaine pendant un mois, disparu, j'ai plus jamais eu de problème. Est-ce que j'avais besoin d'aller jusqu'à l'isocinétisme? Je ne suis pas persuadé. Donc pour moi, c'est des indications au cas par cas, sachant que l'isocinétisme, c'est pas non plus, ça se répand de plus en plus, que le prix des machines diminue, mais il n'y en a pas partout. Je pense que dans la rééducation du croisé, l'iso a plus sa place. Peut-être on va passer aux questions, si vous voulez, puisque là, nous, on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hichem? Surtout pour le kiné et la partie rééducation,
vraiment pourquoi, chez ces patients, on a beaucoup de mal à les rééduquer et on a l'impression qu'ils ont vraiment du mal à prendre sur le quadriceps, alors que ça reste un muscle qui semble un peu comme les autres. Est-ce qu'il y a vraiment des particularités pour expliquer des fois ces échecs de rééducation? Quel patient? Quel patient? Alors, il y a des. C'est vrai que c'est difficile, hein. Déjà, la problématique principale, c'est qu'on incrimine souvent le vaste médial comme étant insuffisant. Alors, le vaste médial, il s'insère plus proximal que le vaste latéral, donc il a un effet de levier qui est moins important. C'est contrebalancé par l'obliquité des fibres, le VMO en anglais, qui permet d'avoir une action plus efficace du vaste médial. Je pense qu'une des problématiques majeures, c'est on ne peut pas renforcer spécifiquement le vaste médial. Quand on renforce, quand on fait de l'iso, on a essayé l'électro, bon, ça ne marche pas. Quand on fait du vélo, on renforce tout. Je pense que ça vient d'une grande difficulté. Mais sur le syndrome fémoro-patellaire fonctionnel pur, on y arrive. Il y a quelques cas, moi j'ai eu des cas de dégénérescence musculaire, sans notion de traumatisme. Donc là, il faut aller chercher un petit peu plus loin, notamment prendre des avis neuro là-dessus. Ça peut expliquer certaines... Donc là, le coup d'écho, il vaut le coup. Hein, on voit de suite l'atrophicité musculaire. Comme la périmétrie. Hein, périmétrie rotulienne, périmétrie quadricipitale. Plus 10 cm, plus 15 cm de la pointe de la rotule, enfin de la sommet de la rotule. Ça vous donne d'emblée une idée. Hein, si vous avez 5 cm d'écart, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Un coup d'écho, vous voyez si l'atrophicité musculaire n'est pas bonne. Vous confirmez éventuellement par une IRM. S'il n'y a pas eu de traumatisme, il faut aller chercher plus loin, il faut faire un bilan neuro. Et ça, c'est des histoires peut-être un petit peu plus rares. Et moi, je rajoute juste un truc. Dans mon expérience, je confirme ce que tu vis, enfin, ce que tu décris, c'est que moi, je fais énormément attention à la notion de douleur. C'est-à-dire que je propose des exercices musculaires, mais il faut constamment qu'il n'y ait pas de douleur pendant l'exercice. Et des fois, une semaine, on a réussi à faire des exercices et à monter en puissance, etc. La semaine d'après, il y a douleur. Je lui dis, là, on repart sur du statique, par exemple. On repart un peu en arrière. Et c'est un jeu avec la douleur, parce que dès qu'il y a douleur, le muscle fond et on est dans un engrenage et il faut arriver à casser ça et pas rentrer dans le seuil de la douleur pendant le renforcement musculaire et la rééducation. Il y a quelque chose qu'il faut tenir compte, c'est la reprogrammation neuromotrice, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on a des douleurs rotuliennes, et en particulier chez les jeunes filles, avec des inhibitions motrices. Et lorsqu'on fait des reprogrammations, par exemple avec la méthode Aliane, c'est-à-dire avec un son alpha et une imagerie par miroir, on récupère facilement la force du quadriceps et qu'il faut lever en fait cette inhibition. Et ça, c'est un petit peu comme l'AMI pour le croisé. Ce sont des inhibitions motrices dont il faut tenir compte absolument pour moi concernant ces difficultés des fois de récupération du quadriceps et du vaste médial. Comme tu disais, il n'y a pas en fait d'exercice spécifique pour le vaste médial. Il y a des expériences qui ont été faites de, je crois, 50 mouvements qui ont montré qu'on ne peut pas travailler spécifiquement le vaste médial. Voilà. Par contre, il faut tenir compte aussi, c'est les problèmes de mobilité de la cheville. Parce qu'on s'aperçoit que sur des restrictions de mobilité avec le weight bearing lunge test, où il y en a des flexions dorsales de limitation de cheville avec un talus antérieur, donnent des douleurs de rotule. Thomas, tu veux poser une question? Ah bon, d'accord. Bravo Christophe, tu anticipes les réponses, c'est merveilleux. D'autres questions? Oui, bonjour. Question, on n'a pas parlé des plicas internes parapatellaires dans les syndromes douloureux du genou. Y a-t-il une corrélation entre l'apparition de plicas et des problèmes de centrage de rotule? Alors, la plica, c'est un autre grand domaine d'abus chirurgical des années 90-2000. Les plicas, elles existent, hein, mais en pratique, elles existent toujours. C'est très rare que sur un arthroscan, on ne voit pas une plica. Après, il doit m'arriver moins d'une fois par an d'opérer pour une plica. C'est-à-dire c'est le patient qui a vraiment mal ponctuellement sur la plica, c'est une médiopatellaire interne, c'est-à-dire moitié inférieure de la rotule, qui a vraiment la plica douloureuse, qui a souvent une lésion cartilagineuse en miroir de la plica,
et qui apparaît au traitement médical. Donc en pratique, ça existe. L'anatomie existe beaucoup. La pathologie liée à l'applica est très rare et je dirais même exceptionnelle. Ouais. Jean-Marc ? Bonjour. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré l'existence d'une corrélation sur la consommation de tabac et les problématiques de chondropathie patellaire fonctionnelle chez les patients de 40-50 ans? Parce que moi, la seule chose que j'ai donnée comme étude que je connais, c'est le résultat des plasties MPFL sur les douleurs secondaires aux lésions cartilagineuses, elles-mêmes secondaires à l'instabilité. Ça, on sait que dans les facteurs, les facteurs pronostiques positifs, il y a notamment l'absence de tabac. Donc état psychologique stable, absence de tabac, ils ont moins mal après MPFL que les autres.